La forêt des murmures. Koudian est un village perdu dans la savane et semblait figé dans le temps. Peu de visiteurs s'y attardaient, et ceux qui le faisaient repartaient souvent avec un malaise difficile à expliquer. À quelques kilomètres à peine, une forêt épaisse, humide, presque surnaturelle, imposait sa présence. Les anciens l'appelaient la forêt des murmures. On racontait qu'à certaines nuits sans lune, elle parlait. Des voix y murmuraient des secrets, des promesses, ou des menaces. Un soir d'octobre, la jeune Aïcha, élève studieuse et très aimée dans le village, disparut. Sa mère, en larmes, affirma qu'elle l'avait vue quitter la maison à la tombée de la nuit, comme hypnotisée. Elle murmurait ces mots, « Elle m'appelle. Je dois les rejoindre. » La gendarmerie locale conclut rapidement à une fugue. Mais l'affaire prit une tournure particulière lorsque le capitaine Doka, un enquêteur en congé venu visiter sa famille dans la région, décida de s'intéresser à l'affaire. Il avait résolu plusieurs dossiers de disparition dans le pays. Ce qu'il allait découvrir allait marquer sa vie à jamais. Doka interrogea les habitants. D'abord bavard, ils devinrent vite méfiants dès qu'il mentionna la forêt. Plusieurs s'enfermèrent dans un mutisme effrayé. Une vieille rumeur revenait, Makoro, une femme solitaire vivant à la lisière de la forêt, serait une sorcière. On racontait qu'elle ne vieillissait pas, que ses yeux voyaient l'invisible, et qu'elle nourrissait la forêt avec des âmes. Doka, rationnel et formé à l'analyse, n'acceptait pas ces superstitions. Il rendit visite à Makoro. Elle l'attendait devant sa hutte, un chat noir dans les bras. « Tu veux la vérité, capitaine ? Alors entre dans la forêt. Mais sache que ceux qui entendent les murmures n'en sortent jamais indemnes. » Contre tout bon sens, Doka entra dans la forêt à minuit, armé de son dictaphone et d'une lampe. La forêt semblait vivante. Des silhouettes flottaient entre les arbres. Les murmures, d'abord lointains, devinrent des chuchotements à son oreille. Il vit des visages ou crut les voir dans les feuilles, dans les troncs. Il marcha jusqu'à tomber sur un vieux fromager, immense, autour duquel des symboles étaient gravés. À ses pieds, un puits en pierre scellée. Puis il vit une silhouette, Aïcha. Elle était pâle, ses yeux grands ouverts, les pieds nus. Elle murmurait en une langue inconnue. Doka tenta de l'approcher, mais elle disparut dans l'ombre. Il perdit conscience. 3 jours plus tard, Doka fut retrouvé par une patrouille, errant en dehors du village, tenant dans ses mains la chemise d'Aïcha et un dictaphone. Il ne parlait plus. La police ouvrit une enquête plus sérieuse. Une mission de fouille fut envoyée. Sous le fromager, dans le puits, ils découvrirent des ossements humains, des effets personnels appartenant à 19 jeunes filles disparues au fil des 20 dernières années, et Aïcha, vivante, enfermée dans une cavité souterraine, déshydratée, en état de choc. En vérité, Makoro fut arrêtée. Elle ne dit rien, ni durant l'interrogatoire, ni au procès. Mais une chose glaça les juges, ses empreintes avaient été retrouvées sur les affaires de disparus datant de plus de 30 ans, alors qu'elle semblait n'en avoir que 60. En prison, elle se pendit à l'aide de ses cheveux, qu'elle avait tressés. Une légende disait qu'elle était née d'un pacte ancien, et qu'elle devait nourrir la forêt tous les 5 ans en échange de sa longévité. Aïcha, quant à elle, fut hospitalisée dans un hôpital de la localité. Elle ne retrouva jamais la parole, mais elle dessinait sans cesse un cercle entouré de 12 yeux, le symbole retrouvé dans la forêt. Doka, traumatisé, ne retourna plus jamais sur le terrain. Il fut interné pour troubles mentaux. Ses carnets contenaient des textes confus, mais une phrase revenait sans cesse. Ce qui vit dans l'ombre se nourrit de nos silences. L'affaire fut classée comme secte meurtrière et acte rituel, mais rien ne put expliquer la voix multiple enregistrée dans le dictaphone de Doka, ni le fait que certaines jeunes filles disparues réapparurent dans d'autres villages, muettes, mais en vie, plusieurs années après leur disparition. De prime abord on réalise que le mal prospère dans le silence. Le refus du village de parler a permis à l'horreur de continuer pendant des décennies.
Le rationnel a ses limites. L'esprit scientifique de Doka n'a pas suffi à le protéger contre ce qu'il ne pouvait comprendre. Certaines vérités sont trop lourdes à porter. Il faut parfois accepter que le mystère fait partie du réel. L'écoute des anciens, même quand elle semble superstitieuse, peut sauver des vies.